Merci beaucoup. Bienvenue à cette conférence, très appréciée. En fin de compte, moi, je vais aller un petit peu ailleurs. Je sais qu'il y a super de beaux produits au niveau de la fiabilité, tant au niveau technique qu'au niveau du produit lui-même, des logiciels. Il y a vraiment des belles choses en fiabilité. Moi, je vais vous amener ailleurs complètement. Je vais vous amener au niveau de la culture. Puis je vais vraiment vous parler d'un peu de ce que j'ai appris comme consultant avant. J'ai été dans l'industrie privée, j'ai été comme consultant, j'ai retourné dans l'industrie privée et maintenant retour en consultation. Et je vais vous parler un petit peu des apprentissages que j'ai eus à travers ça, puis comment on a fait pour faire un changement qui était quand même assez important dans une des usines de cascade lorsque j'avais fait ce changement-là entre le preacher ou doer qu'on appelle. Fait qu'un petit peu mon parcours professionnel, ça fait que j'ai commencé comme technicien spécialisé en hydraulique. J'ai vraiment fait à peu près toutes les positions là, qu'on pouvait faire au niveau de la maintenance. J'ai appris beaucoup lorsque j'ai changé là, pour Johnson Johnson, c'est une pharmaceutique, quand même beaucoup d'argent. Fait partie d'un groupe de fiabilité qui nous a emmenés un peu partout en Georgia, pour nous former. On est allé à Chicago aussi. Ça fait qu'il y a plusieurs. J'ai appris énormément avec eux autres. Ensuite, j'ai transféré pour ProSigma, qui après ça, il a été acheté par Nordastello. Et j'ai fait un bon bout là-bas. Et un des clients qu'on avait, c'était Cascade. Et là-dedans, on avait un mandat d'aller en Oregon, sur une usine en Oregon, une usine de fabrication de jumbo, mais il y avait aussi une usine près de là qui était une nouvelle usine en 2017 qui ont bâti ça, mais une nouvelle usine de converting qui avait fait quelques kilomètres là, de l'usine là-bas. Ça fait que c'est un peu ce changement-là que je vais vous parler. Puis ensuite, ben, c'est ça, je suis devenu directeur d'usine en Oregon, assistant directeur d'usine en Oklahoma. J'ai travaillé aussi avec, je vois Dominique ici, avec Dominique Lacaire, au niveau fiabilité corporative. Vraiment une belle expérience chez Gascade. De retour chez Contrôle Laurentide. Prendre quelques minutes juste pour parler un peu de tous les services de fiabilité. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez bien Contrôle Laurentide. On vend énormément de produits. Il y a toutes sortes de choses qui se font chez Laurentide, mais je voulais surtout vous parler des domaines de fiabilité, qu'on on travaille beaucoup au niveau des prédictifs, l'optimisation des PM, on travaille la criticité. Moi, je fais beaucoup de planification, ordonnancement. On fait des diagnostics aussi en fiabilité, des comparaisons de différentes usines. Ça fait que c'est pas mal notre pain et notre beurre, nous autres, dans notre groupe. On est à peu près une soixantaine dans notre groupe. On fait de la consultation, naturellement, comme je viens de parler, en planification ordonnancement. On fait aussi du prêt professionnel là, pour les vacances, pour des temps morts ou pour lorsque vous préparez un gros arrêt, un arrêt majeur, etc. Énormément de formations aussi qui se donnent là, chez Contrôle Laurentide. Je pense qu'on est rendu à plus de 55 formations là, qu'on donne en fiabilité chez Contrôle Laurentide. Shifter ça rapidement à notre présentation principale. Ce que je veux vous parler un peu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le leadership. Qu'est-ce que le leadership, l'influence que le leadership peut avoir à travers la fiabilité. Fait que ce que je dis, c'est que le leadership, c'est vraiment le moteur de la fiabilité. Si le leadership se prend en main et que le leadership décide qu'on va comparer, qu'on va avoir les mêmes on va mettre autant d'importance sur la fiabilité qu'on en met sur les autres sujets. Par exemple, sur la production, sur la santé et sécurité, etc. La fiabilité va y gagner beaucoup. La leadership aussi, c'est ce qui va dégager, c'est ce qui va engager les gens. Ça fait que lorsque les équipes vont être engagées, ça va devenir le carburant de la fiabilité. Et le résultat de tout ça, ça va être la fiabilité. Ça fait que quand on entoure tout ça ensemble, ce qu'on dit, c'est que sans la fiabilité, sans le leadership, la fiabilité, ça reste un concept. Oui, il y a beaucoup de choses à travers ça, mais je vais vous donner certains exemples des apprentissages qu'on a eus à la dure, quelquefois, mais aussi des expériences que j'ai vécues avec d'autres clients. Fait qu'on dit que sans engagement, ça ne tient pas dans le temps. C'est ensemble qu'on va créer une organisation qui est fiable, par conception, mais surtout par comportement. C'est au niveau du comportement que je veux travailler ce matin. Je vous donne un peu le contexte de l'usine lorsqu'on est arrivé là-bas.
Là, je suis un consultant, je me présente là-bas avec une équipe du Corpo. C'est une équipe vraiment de tout acabit. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette usine-là. Il y a une usine converting flambant neuve, l'usine de fabrication de jumbo est en piètre état. Ça fait on est en train d'essayer de trouver une solution à ça. Fait que multipropriétaires, dont 3 dans les 20 dernières années précédentes au mandat. Beaucoup d'équipements laissés sans entretien, réaction en urgence, des équipements. C'était une usine, tout était surdimensionné là-bas. Il y avait 4 usines, il y avait des digesters, il y avait tout là-bas là, ils fabriquaient vraiment de la bûche jusqu'au papier. Nous autres, on faisait plus ça, on faisait juste faire du papier avec du vierge ou du recyclé. Avec beaucoup d'équipements qui étaient surdimensionnés, qu'on ne pouvait pas utiliser à leur pleine capacité, que c'était difficile à ajuster pour notre production. Des pertes de plusieurs millions, puis comme je disais, il y avait un nouvel plan de conversion qui était à quelques kilomètres, qui avait été bâti. De là, on envoyait une équipe, là, puis moi je faisais partie de l'équipe, naturellement, de maintenance et fiabilité. Pour vous donner un peu le contexte de ça, quelques photos. Ça, c'était sur un terrain de 230 acres. Ce que vous voyez, toutes les petites bébites à côté, là, c'est toutes des maisons. Ça fait que c'était vraiment grand pour la production que nous autres, on sortait de là. Des équipements qui n'étaient pas mal entretenus, il y avait le niveau de fierté était très, très bas. Et il faut dire aussi que il était vraiment sous-équipé et il y avait énormément de problèmes. Ça fait qu'il n'y avait pas le temps d'aller en profondeur où ce qu'on voulait aller. Des défaillances majeures qui est arrivé, des équipements qu'on n'avait pas le temps de s'occuper. Ça fait que naturellement, on roulait de défaillance en défaillance. Des systèmes qui ne fonctionnaient pas en souterrain, on rajoutait des tuyaux par-dessus, des difficultés, des problèmes de chimiques, des fuites d'huile, des échafaudages un peu partout, puis des travaux qui avaient déjà été faits, qui n'avaient pas été démontés, mais aussi des échafaudages pour soutenir des équipements. Des équipes qui s'occupaient pratiquement à leur journée longue de repartir la machine, de nettoyer, de recommencer. C'était vraiment difficile. Pas le temps de faire de nettoyage profond parce qu'on faisait du nettoyage au niveau des machines. On est arrivé là, il y avait une douche qui fonctionnait pour les employés, presque plus de toilettes qui fonctionnaient. Ça fait qu'il y avait des toilettes extérieures autant pour les employés que pour les entrepreneurs. Excusez. Des systèmes d'incendie qui arrosaient autant la nature et qui nettoyaient la route, autant qu'ils protégeaient l'usine. C'était le bordel, pour vous dire. Fait que notre mandat au départ, quand on est arrivé là, c'était de faire naturellement une revue des équipements, revoir les processus, se faire un statement là, sur l'état actuel qu'on avait. Puis le rôle vraiment qu'on voulait de moi et de l'équipe, c'était de coacher l'équipe de maintenance et d'opération au respect des rôles et des processus. C'est là-dedans qu'on voulait travailler. Naturellement, apporter correctif pour l'usine de conversion pour être capable d'y feeder à la bonne vitesse. Les constats, rapidement, aucun processus n'est suivi. C'était vraiment autant les cadres que le personnel horaire étaient en mode survie. C'était vraiment difficile à tous les niveaux. Entre 40 et 50 régulièrement d'urgence à travers les différentes semaines. Régulièrement, on avait des cédules qui étaient à zéro. Il n'y avait rien de fait. Des fois même que c'était tellement rien fait qu'on prenait les anciennes cédules puis on les remettait d'avance pour essayer de faire ces cédules-là. Mais on avait souvent 100 aussi. Le budget de maintenance qui était une catastrophe. On a essayé de faire la conciliation, tout retrouver qu'est-ce qui s'était fait dans la dernière année. Puis on a perdu 1,3 million qu'on n'a jamais été capable de concilier avec des factures, avec des services. Quand je vous dis que tout le monde est en urgence, c'était le cas aussi. Pour la direction, les lieux très désordonnés, je dirais à l'image des employés un petit peu, qui se garochaient un petit peu partout, des employés qui étaient très peu valorisés. On avait les assurances aussi. Certains d'entre vous connaissent probablement FM Global. On avait les assurances qui étaient après nous autres. On avait 82 recommandations qui commençaient à peser très, très lourd dans la balance. Ils nous menaçaient de doubler la prime d'assurance. Naturellement, s'ils doublent la prime d'assurance en Oregon, ils doublent la prime d'assurance corpo. Ça fait énormément de pression au niveau corpo aussi là, pour réussir à trouver ces problèmes-là. Des problèmes avec le ministère de l'Environnement aux États-Unis aussi, où nous autres, on était sur le Title V qui appelle.
Donc, à tous les 6 mois, il fallait faire des rapports des émissions parce qu'on est en haut des émissions normales là, pour la production. Ça fait qu'il fallait être capable de créer ce rapport-là régulièrement. On était rendu avec des amendes de tout près de 100 000 Ils nous menaçaient d'amendes de 250 000 et plus et 5 ans de prison pour les responsables si on ne se conformait pas à ce qu'ils nous demandaient. Et ben, au départ de ce mandat-là, ben, le directeur de maintenance qui quitte, parce que lui, il était brûlé, ça faisait 20 ans qu'il travaillait dans cette usine-là, il ne voyait pas le bout. Il y avait eu plein de changements, plein de sauveurs qui étaient débarqués et ça ne fonctionnait pas. Ça fait qu'il décide de quitter. Ça fait que, ben, à travers ça, ben, on m'a demandé de m'asseoir avec l'équipe puis supporter l'équipe pour un certain temps pour être capable après ça de trouver un nouveau directeur de maintenance. Triste constat, naturellement, de tout ça. Fait que le premier défi qu'on avait, ben, c'était d'identifier les priorités, puis préparer et exécuter un arrêt qui allait avoir lieu dans 4 mois. On a eu énormément de pression pour repousser ça. Ça, on était en hiver, pour repousser ça à l'automne. Autant qu'on avait de la pression pour le repousser, autant qu'on avait de la pression pour le garder là à cause des pressions des assurances et du gouvernement. Ça fait que, ben, naturellement, comment on a fait ça? Ben, là, c'est un peu moi qui avais ça en main. Ça fait que là, juste pour vous dire, là, j'ai rappelé l'ancien directeur de maintenance pour qu'il vienne travailler avec nous autres. Il s'était parti une petite compagnie là, de maintenance. Ça fait que je l'ai rappelé. J'ai été un de ses premiers mandats. On a commandé, là, on a rappelé des entrepreneurs électriques, des entrepreneurs mécaniques, l'ancien superviseur électrique qu'il y avait là, des gens, des gestionnaires de chez Cascade aussi. On s'est formé une grosse équipe. On s'est assuré d'avoir le support aussi des employés autant que possible. Ils n'y croyaient pas beaucoup, je peux vous dire, mais quand même, on a décidé de foncer tous ensemble. Ce qu'on voulait, vraiment le mot d'ordre là, que j'ai donné à travers ça, c'était s'assurer d'avoir une communication qui était transparente across the board. Ça fait que c'est vraiment avec les opérations, avec les employés. On voulait garder tout le monde là, au fait et aucun compromis sur la qualité et la sécurité du travail. Euh, Ça a été, je peux vous dire que j'ai négocié ça un peu avec mon patron pour ceux qui le connaissaient de ce temps-là. C'est un gars qui avait énormément d'énergie, puis il fallait vraiment négocier avec lui pour lui dire, écoute, là, peut-être qu'on va avoir 5 jours de travail, on va peut-être se rendre à 6 jours et demi de travail au bout de tout ça, parce qu'on va faire zéro compromis au niveau de la qualité, au niveau de la sécurité. C'était vraiment important, il fallait on soit capable de faire des gains. Les résultats, finalement, ben, très bons résultats au niveau de l'arrêt, mais ce que je dis, c'est surtout une graine semée au niveau des employés. Les employés, au départ, quand ils nous ont, je ne vous dirais pas comment ils nous appelaient avant, là, mais quand on nous appelle les grenouilles, là, quand on est arrivé là-bas, là, on était les grenouilles en anglais, puis avec des F en avant, puis il n'y avait pas une grosse confiance en nous autres. Ils s'étaient fait compter une chanson régulièrement. Ça fait qu'on était vraiment dans un autre monde. Mais là, en faisant ça, ben, on a tout travaillé ensemble, puis ça a marché. On a réussi, on a eu des super de beaux succès. Fait que pour eux autres, vraiment, c'est ensemble, il est possible de réussir. C'était vraiment un gain pour eux autres. La direction est peut-être honnête dans ce qu'ils font. Pour une fois qu'ils ont travaillé en collaboration, ça fait qu'ils ont vu quelque chose qui était un peu différent. Ça fait que ça a créé cette ouverture-là là, pour aller ailleurs avec les employés. Vraiment intéressant. Un résultat un peu inattendu, bien, naturellement, hein, à travers ça, bien, on a semé une graine. Ça fait que de ce temps-là, le directeur général, qui était Ben Rouillard, m'a demandé si j'avais le goût de voir l'arbre pousser et ses fruits. Ça fait qu'après consultation, naturellement, familiale et tout, c'est quand même à l'autre bout du monde, c'est en Oregon. Mais un petit passionné aussi qui m'a amené, une petite passion qui m'a attiré un peu vers là. J'ai une passion de vélo de montagne et de nature. Ça fait que j'ai décidé de sauter à clôture de consultant puis de m'en aller dans le poste de directeur de maintenance. De là commence le constat, on part du constat de l'usine à essayer de comprendre les employés. Ça fait que j'ai vraiment passé à travers, fait des rencontres avec tout le monde. On a fait ça en équipe, je n'ai pas fait ça tout seul, mais il y avait vraiment, on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde. J'ai rencontré tous les cadres, essayé de comprendre leur perspective. Là. On voit souvent cette image-là, là, le 6 au sol qui devient un 9, là, dépendamment de quel côté qu'on le regarde. Mais c'est une image qui dit beaucoup aussi. Fait que je voulais vraiment apprécier leur réalité, essayer de comprendre. C'est beau se faire des plans, là. Mon boss, il disait tout le temps, tu sais, ton plan 300 lignes, là, je trouve ça bien intéressant, là, mais ça reste un plan 300 lignes, puis c'est étourdissant à regarder. Ça fait que, essayer de rendre ça pour que ça soit compréhensible pour tout le monde.
À travers ça, ben, il fallait aussi identifier tout ce qui était leader, les leaders dans différents domaines, hein. Je demandais tout le temps, c'est quoi tes valeurs profondes à toi? Qu'est-ce que tu veux avoir? Comment tu te vois? C'est quoi où ce qui est vraiment ton cœur là-dedans? Ça fait que, puis j'en profitais pour identifier tous les leaders positifs, les négatifs. Tout le monde a ça dans leur équipe, là, des leaders positifs, négatifs. Puis ce que j'appelle les leaders neutres, hein, les leaders qui ne font rien à l'intérieur de l'usine, mais à l'extérieur de l'usine, c'est des champions. Ils sont impliqués, ils sont des pompiers volontaires, ils sont impliqués dans toutes sortes d'affaires, mais chez nous, ils sont flats. Fait que, mais il fallait essayer de comprendre qui étaient ces gens-là. Naturellement, c'est très essentiel là, pour l'adhésion, les changements de comportement, la communication profonde au niveau de l'équipe. On n'est pas là quand ils sont dans les lunchrooms, mais il y a toujours des super de belles conversations. Ça fait que c'est vers là qu'on voulait aller. Ensuite, ben, j'ai eu la fameuse idée, là, naturellement, des bonnes pratiques. Là, en consultation, on dit la vision, c'est très important, il faut développer ça. Si vous aviez vu la réaction de mon patron à ce niveau-là, quand j'ai parlé de développer la vision, il dit: «On perd des millions, puis toi, tu veux t'asseoir dans une salle avec un groupe pour développer une vision?» Ben oui, je veux faire ça. Ça fait qu'on s'est assis, finalement, on a ramassé à peu près tous les partenaires qu'on avait. On avait des leaders, justement, qu'on avait identifiés au niveau du plancher, tant au niveau des opérations, au niveau de la logistique, stock prep, on a ramassé un peu partout. Naturellement, mes collègues directs avec moi. Fait qu'on s'est défini qui qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi qu'on va être pour nous autres, ce qui va être nos piliers, nos incontournables. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Je demandais à tout le monde, là, à toutes les fois que j'avais une conversation là, one-on-one avec quelqu'un, je lui demandais comment tu te vois, toi, dans 2 ans, dans 3 ans? Comment tu vois le département? Comment tu vois les relations avec les opérations? Comment tu vois les relations avec tes collègues, avec le syndicat? Peu importe. Poser des questions pour les engager à travers ça, puis mettre leur cœur sur la table. Ça fait qu'après ça, on sait que ça va nous servir dans les mois et les années suivantes. Fait qu'on définit un peu tout ce qu'on veut accomplir dans tous les domaines, santé, sécurité, la qualité. On fait ça pour toute la gang. Puis après ça, ben, ce qui est, à la fin, ben, on a une vision claire pour un peu tout le monde. Puis dans notre cas, c'est Create a Sustainable Value. Ça fait que c'est créer une valeur durable pour la communauté, pour la compagnie, pour les employés, en focusant sur le développement et le succès, la sécurité et le succès de nos employés. Fait qu'on a vraiment passé on voulait vraiment passer des employés qui se faisaient vraiment pousser, là, on poussait sur les chiffres à des employés qu'on tirait sur leurs connaissances et compétences. Fait que c'était le but. À travers ça, ben, naturellement, ben, il fallait apprendre à connaître ces partenaires-là. Ça fait que qui ils sont, hein? C'est l'analyse, ce qu'on appelle en consultation l'analyse des parties prenantes. Ça fait qu'ils sont disponibles, résistants au changement. C'est quoi qui vont être leur rôle? C'est essentiel de savoir ça parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est de rendre ce changement-là le plus efficient possible. Fait que ça nous prend une communication qui va être très claire. Eux autres, ils l'ont eu, cette chanson-là. Se l'ont fait compter. Ça fait que là, c'est très important de partir de la parole au geste. Ça fait que quand je vous dis, là, seuls les gestes comptent, j'avais dit à tout le monde, arrêtez de parler de n'importe quoi, focuser sur le plan qu'on s'est mis en place, puis on marche, on se met des bottes, on les serre bien solides, puis on fait des gestes qui vont être remarqués. Naturellement, ensuite, on crée notre plan d'action. Ça fait qu'on a intégré si on veut qu'un plan d'action, ça fonctionne comme il faut, quand tantôt on parlait de la production, la maintenance, qui a un peu de la misère à venir se lier ensemble, bien, si on veut que ça fonctionne, il faut intégrer les priorités de nos partenaires aussi. Ça fait que le plan d'action que j'ai monté avec mon équipe, on a intégré, nous autres, on avait des trios, là, ce qu'ils appelaient des reliability leads, là, comment qu'ils appellent en français, des meneurs en maintenance. Fait que c'est un trio qui avait le superviseur, il y avait le reliability lead, puis il y avait le process lead. À travers ça, ça fait que, puis naturellement, le reliability lead, le gars qui s'occupait de la maintenance, c'est lui qui faisait le lien. Hein, c'était le lien entre la maintenance et les opérations. Il fallait qu'on parle le même langage. Fait que nous, en maintenance, on avait quelque chose à transférer au niveau des opérations, puis eux autres, naturellement, c'était leur employé, mais on avait beaucoup en commun à travailler ensemble, à travailler au niveau du relationnel. Dans notre plan, ben, ce que je disais encore à tout le monde, c'est comme je vous disais tantôt, soyez visionnaires. On regarde ce qu'on veut aller, les bonnes pratiques, on va aller regarder ce qu'on va aller, ça nous donne le chemin. On ne sait pas encore comment on va s'y rendre, mais au moins, ça nous donne la destination. En équipe, on a sélectionné un top 3. Encore là, ça vient de mon patron qui dit: Hey, ton plan à 300 lignes, je veux rien savoir de ça.
commence à travailler, il me disait tout le temps, vas-y, parce que là, il dit ton plan, là, il y a 1 000 de large, mais il y a 1 pouce de profond. Il dit fais le contraire. Il dit vraiment, là, fais 1 pouce de large, puis il va à 1 000 de profond. Ça fait que c'est un peu pour ça qu'on a sélectionné un top 3 à travers ça. On a aussi identifié tous les incontournables afin de confondre les sceptiques. Il y a du monde, il y avait beaucoup, beaucoup de sceptiques à travers ça. Naturellement, c'était la folie furieuse quand elle est arrivée. Fait que les gens ne croyaient pas réellement que Cascade avait l'intention de faire rouler cette compagnie-là de façon profitable. Et naturellement, penser aux actions qui ont un impact rapide et visuel. Nous autres, on a commencé avec rapidement, on l'a fait en maintenance. On rentrait dans le département de maintenance, on marchait sur des bouts de bois, sur des bouts de tuyaux, des valves partout. C'était le bordel. C'était une super de gros atelier, naturellement. Il y était beaucoup avant là-dedans, dans cet atelier-là. Il était une centaine, si je ne me trompe pas, dans différents ateliers, mais ça, c'était l'atelier principal. Nous, à la fin, on était une quinzaine, 15-20 employés. C'était vraiment une grosse. Ça fait que les gens s'attendaient, il y avait de la place. Ça fait qu'ils s'attendaient. Ça fait que nous autres, on a fait un 5S. Puis 5S, je ne veux pas faire la promotion, j'en fais pas beaucoup de 5S, je ne veux pas nécessairement faire la promotion de ça, mais j'ai trouvé une statistique super intéressante de Kaizen Institute. 93% des compagnies qui font du 5S considèrent que les employés travaillent, le niveau de sécurité est beaucoup plus élevé. Et 86% de ceux-là, ils disent que les employés sont beaucoup plus engagés lorsque leur environnement de travail est bien structuré. Fait que je ne le savais pas, cette statistique-là de ce temps-là, mais je savais que ça avait une super impact. Fait que, on a décidé de commencer par ça. Ensuite, ben, quand on crée un plan d'action, ben, c'est important de définir le What's in it for me. Fait que c'est vraiment les bénéfices de chacun des acteurs qu'on a autour de nous, afin que ces acteurs-là, puissent naturellement retirer de notre plan d'action. Puis lorsqu'on va arriver avec des bombes sur la route, là, ben, on va avoir des supporters, puis on va avoir des gens qui vont travailler avec nous autres. Puis ils vont dire non, 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 c'est important ce qu'on fait là parce qu'ils connaissent le but, puis eux autres, ils ont des bénéfices à travers ça. Naturellement, un des bénéfices, des personnes, des partenaires qu'on a, c'est notre patron. C'est super important. C'est notre meilleur allié. Quand je vous dis qu'on ne sort pas de son bureau tant qu'il n'est pas convaincu, je pense que j'ai pris 2 semaines pour convaincre mon patron là, de ça. J'en ai fait des allers-retours dans son bureau pour essayer de le convaincre. Mais c'était important aussi qu'il comprenne tous les risques à travers ça, les risques potentiels, son rôle, ses attitudes à adopter lorsqu'il va aller sur le plancher. On ne veut pas avoir quelqu'un qui est réactif, on veut quelqu'un qui est proactif sur le plancher. Ça fait qu'il fallait vraiment qu'on travaille à ce niveau-là. Puis je voulais aussi définir c'était quoi pour lui ce qui était super important, ses bénéfices potentiels. Fait que naturellement, santé sécurité, c'était le top chez Cascade, c'était comme dans une majorité des compagnies très important. Sortir du mode d'urgence, naturellement, si on sort du mode d'urgence aussi, ça veut dire qu'on est en train de commencer à fiabiliser les équipements. Avoir une meilleure qualité, la qualité était super basse. Nous autres, ce qu'on avait, on avait un mushroom land, là, quand on a regardé ça par GPS. On avait, je ne sais pas combien, un demi-kilomètre carré, je pense, de jumbo qui était à l'extérieur. Ça se voyait sur le satellite, c'était assez impressionnant. Et naturellement, bien, on perdait énormément d'argent, ça fait que ça nous prenait un meilleur contrôle financier pour essayer de comprendre ça. Ensuite, on communique le plan. Fait que le plan doit être visuel et vivant. C'est un plan qu'on a tout seul dans notre bureau, ça ne sert à rien. Vraiment, ça sert à vous peut-être. Mais si on veut engager l'équipe, il faut que ce plan-là soit visuel et qu'on s'en serve. Créer un système de suivi simple. Je n'ai pas créé le système, je l'ai copié le système. Ça existe partout. Hein. On a ça, c'est sur les lumières au coin de la rue, là, bleu, blanc, noir. Tu vas toutes les nommer sauf celle-là. Rouge, jaune, vert. Mais tu sais, il faut expliquer comment que nous autres, on s'en sert de ça, de ce système-là. On s'en est servi, par exemple, même pour le 5S. Hein, on mettait une zone rouge, on est sûr que ces pièces-là ne servent plus. On a toutes sorti les pièces du magasin. On a créé une zone jaune. Si on n'est pas sûr, on va aller le vérifier. Puis tout ce qui est vert, on est capable d'associer un équipement. Ça fait qu'on va le retourner en magasin. Puis on s'en servait à toutes sortes d'essayants, ce code-là. Mais on a appris aux gens comment s'en servir, puis on a appris aux gens comment le lire aussi. On dit qu'il faut s'y référer aussi souvent que possible. On ne fait pas un plan pour le fun, on fait un plan pour le suivre. Il faut s'assurer que ce plan-là, on va l'ajuster. Hein. Ce n'est pas vrai que ce plan-là qu'on crée va vivre exactement comme on le dit. On n'est pas des devins, c'est pas de même que ça se passe.
Puis aussi, ben, il faut travailler avec les différents partenaires pour faire le détail de ces plans-là. Moi, j'ai pas fait la partie, j'ai travaillé avec les finances, le contrôleur, mais la partie pour associer, là, pour créer les nouveaux postes, être sûr que qu'on soit capable de faire des suivis qui soient très serrés. Mais tout le reste, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a détaillé son plan à ce niveau-là pour venir se coller après mon plan. Même chose aux opérations. C'est lui qui a détaillé pour venir se coller après notre plan. Ensuite, ben, s'assurer d'avoir une bonne rétroaction. J'adore cette image-là parce que vraiment, ça dit ce que ça a à dire. Vraiment une bonne façon de créer de l'engagement. Fait qu'on va voir les gens, on leur parle. Puis quand commence à leur parler, ils vont nous amener des idées, des tonnes d'idées. C'est incroyable qu'est-ce qui a été fait. C'est pas juste en maintenance, ça s'est fait à tous les niveaux, aux opérations, en logistique, stock prep. C'est vraiment intéressant tout ce que les gens nous ont ramené quand on a décidé de les écouter. Présenter le plan à tous les employés, discuter du comment. Le comment, les gens, ils n'ont pas tout votre niveau de spécialisation. Il faut expliquer comment, il faut être capable de vulgariser ça. Ce que je dis ici, c'est toujours, on travaille juste pour les employés. Notre rôle en tant que gestionnaire, c'est d'enlever toutes les roches d'insuliers que les employés y ont. Ça fait que c'est super important, c'est pour eux autres qu'on travaille. Fait que si on les traite comme des héros, ils vont devenir nos héros. Parce que, attendez-vous à ça, là, pour avoir déjà été technicien, là, je peux vous dire que quand on prenait une décision que je ne comprenais pas, là, je retournais dans le lunchroom puis je parlais de la mauvaise décision qui avait été prise parce que je ne la comprenais pas. Fait que ce que je dis, c'est jouer en équipe. On respecte la part de tous et chacun. C'est souvent les spécialistes, les spécialistes des machines, les spécialistes de réparer ces machines-là sont sur le plancher. C'est extrêmement important parce que si vous dites, si vous ne faites pas ça, vous n'écoutez pas ça, c'est vous le boss. J'ai déjà entendu ça, moi, qui dit, ben, il m'a dit de virer le boulon à gauche parce que c'est un filet à gauche. Je l'ai tourné pendant 1 heure, puis ça n'a rien donné. Mais je m'en foutais parce que c'est là qu'il m'a dit d'aller. On peut fermer ces conversations-là assez rapidement. Et puis la conversation était fermée lorsqu'on est arrivé. Ce que je dis, assurez-vous de ne pas être ce type-là, le type d'aveugle qui marche là, puis qui ne sait pas trop ce qui s'en va. Naturellement, si on a la conversation avec tout le monde, ça va beaucoup plus rapidement. Former, former, former. Je ne le dis pas pour rien, il faut former les gens. Il y a des gens, on est arrivés là-bas, puis c'est vrai dans plusieurs entreprises, plusieurs clients avec lesquels j'ai, on s'attend à ce que les gens soient bons dans ce qu'on leur demande de faire. Ça existe où une machine à papier? Ça n'existe pas à l'école, en tout cas. Ça fait qu'il faut entraîner les gens, il faut leur demander. Je demandais des fois aux gens, c'est quoi cette valve-là? Puis là, ils me disent, ah, ça, c'est une valve, on l'ouvre au corps quand on démarre la machine, puis on l'ouvre au complet quand la machine est partie. OK, mais ça fait quoi, cette machine-là? Si jamais il y a un problème, que vous allez diagnostiquer ça comment? Fait que là, ben, on est embarqué justement quand on parlait de 5S, on a commencé à identifier les valves, identifier la tuyauterie. Fait que former les gens, être capable de faire un diagnostic de leur machine, mais aussi former sur notre plan, former sa vision, former les bonnes pratiques en santé-sécurité. Quand moi j'ai commencé en santé-sécurité, je marchais sur des ponts roulants avec le pendant dans les mains. Ça n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. Fait que c'est quoi la vision future de la santé-sécurité? Ici au Québec, on était beaucoup plus avancé que là-bas. Ça fait qu'on avait des super de bons exemples à donner sur les processus, sur le procédé, l'utilisation des outils. On leur donne des outils informatiques, on lui dit, ben, il faut que tu rentres toutes ces données-là, c'est important parce que nous autres, après ça, là, on va faire des paretos, puis on va faire toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est si on leur donne ça, puis on ne leur donne pas de formation pour être capable d'utiliser. Fait que là, ben, on a commencé à former les gens, on a commencé à leur donner des outils, des one-pagers, on a créé des SOP. Cascade, il y en avait partout aussi. Là. Ça fait qu'on a récupéré plein d'informations de partout pour être capable de donner de la formation et de l'information pour passer au prochain niveau. Aussi, ben, former nos superviseurs, nos planificateurs, former la relève. Si vous formez la relève, ce qui est des employés syndiqués, des employés à l'heure, c'est eux autres, la relève aussi, qui sont à travers ça. Vous pouvez en avoir qui viennent de l'extérieur aussi, mais la conversation va aller beaucoup plus profonde. S'ils comprennent où ce que vous allez, naturellement, l'impact que ces gens-là vont avoir, ils vont discuter à travers leur équipe, l'impact va être beaucoup plus profond. Combien de personnes, j'en suis un, moi, qui a monté superviseur, ça a été probablement la pire erreur qui a été faite à mon niveau, au niveau de la compagnie, au niveau de l'équipe, parce que je n'étais pas prêt. On ne m'a pas formé, on ne m'a pas préparé, j'en avais aucune idée. J'étais juste un bon technicien qui était bien organisé, qui avait une bonne communication avec son équipe, puis on m'a nommé superviseur à travers ça. Est-ce que j'étais un bon superviseur? Je peux vous garantir que la première fois que j'ai été superviseur, j'étais un gros zéro, j'étais vraiment pas bon. Fait que c'est super important. Formez vos gens, assurez-vous qu'ils comprennent le rôle dans lequel ils sont, puis ils vont devenir des agents de changement beaucoup plus efficaces.
Gérer vos pirates. Des pirates, on a tout aussi. Des chers pirates, du monde là, qui ont dit ça ne marchera jamais. C'est nos chers acteurs opportunistes. C'est ces gens-là, les négatifs, là, puis ils vont s'assurer de faire quelque chose pour prouver que qu'est-ce qu'ils ont dit la semaine passée, ça va bien arriver. Fait ils ont tout le temps les bons arguments. C'est super important que ces gens-là soient gérés consciemment. Il ne faut jamais les ignorer. On ne peut pas les ignorer. Ces gens-là peuvent nous faire mal. Il faut le faire très rapidement. Il faut le faire de façon factuelle. Parlez-en à votre HR. J'ai fait ces erreurs-là. Des fois, j'étais émotif dans des changements, mais il faut être très, très, très factuel. Je ne manquais pas de courage managérial. C'est peut-être un peu ça que HR me dit, recule un peu, va chercher tes faits. On investit énormément dans les leaders positifs. C'est les meilleurs, ceux-là, pour vous amener plus loin. Ça fait qu'on investit, on crée un cadre non négociable. On ne parle pas de rigidité, on parle de rigueur dans lequel on va agir. Fait que, on trace un chemin, si tu mets le pied à côté, tu détruis la nature. Je ne te dis pas de marcher, de courir, de rouler sur ce chemin-là. Tu peux faire ce que tu veux, mais voici le chemin dans lequel nous autres, on va fonctionner. Puis accepter que certains ne suivront pas. On est arrivé là-bas, on avait 9 cadres, entre autres. Je vous donne l'exemple des cadres. On a 9 cadres, 8 avec le directeur de maintenance qui est parti. Puis à la fin, il nous en restait 3 de l'équipe. Puis on a fini à 20 cadres dans l'équipe. Ça fait qu'il y en a qui ont décidé de ne pas suivre, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont juste décidé nous ont demandé de partir d'une autre façon. Sans le savoir, mais naturellement, votre patron peut être un pirate, fait qu'il faut aussi être capable de gérer cette personne-là. Il doit comprendre un peu l'importance de ses paroles. Fait que s'il descend sur le plancher et il dit avez-vous essayé ça, avez-vous essayé ça, ça peut impacter votre plan et qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ça fait qu'il faut vraiment qu'il soit proactif. Hein, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Comment vous allez servir de cette solution-là? Est-ce que cette solution-là, on peut l'appliquer à d'autres équipements ou dans d'autres situations? À ce niveau-là qu'il faut travailler. Naturellement, si on ne veut pas qu'il soit sur le plancher à poser 1 million de questions, bien, c'est super important que le garde informé est très, très bien informé, surtout lorsqu'on est à haute pression. Comme je disais, son approche très proactive, axée sur l'apprentissage. Puis retourner rapidement à votre plan, parce que le plan, en fin de compte, c'est la route qu'on a donnée. Hein. En fin de compte, ça vient de la vision, on a créé ce plan-là. Si on revient rapidement au plan, on va donner confiance à tout le monde parce qu'on retourne sur la route. On n'est pas dans le chaotique là, sur le côté où ce qu'on était. Rapidement, après les urgences, aussitôt qu'il arrive quelque chose, on retourne à travers ça. Chez Cascade, ils sont extrêmement forts au niveau du servant leadership. On a des formations toujours à ce niveau-là. C'est vraiment là, soutenir de façon réelle, honnête, intègre. On soutient nos employés. Ce qu'on dit souvent, c'est de ne pas craindre que l'élève dépasse le maître. Hein, ça fait qu'on donne autant d'informations qu'on est capable de donner. L'important, c'est qu'il ne se mêle pas dans cette information-là, mais il faut en donner. Là, ça fait partie de la formation. Patience et résilience. C'est sûr que le plan ne fonctionne pas toujours comme on pense qu'il va marcher. On a passé à travers le COVID pendant ces années-là. Je veux vous dire que tout le monde ici a passé à travers le COVID. Ça a été très, très disruptif, très dérangeant. Ça fait qu'il a vraiment fallu être capable de se replacer rapidement. Puis être imputable des résultats. C'est imputable lorsque ça va mal et on donne les victoires lorsque ça va bien, mais il faut aussi démontrer qu'on est vulnérable, qu'on en fait nous autres aussi des erreurs. Les erreurs, là, ils se pointent pas. C'est pas juste les autres qui font des erreurs. Hein, il y a un adage qui dit que lorsque tu pointes du doigt sur toi que tes mains sont propres, c'est vraiment important de bien comprendre ça parce que souvent, quand on demande aux gens, ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas fait, on demande aux gens, bien, ça se peut que c'est parce que nous, on ne nous a pas donné assez de formation, qu'on ne les a pas assez supportés. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de ça. Puis, encourager la prise de décision. Lorsqu'on encourage la prise de décision, bien, naturellement, il va y avoir des erreurs. Ces erreurs-là, il faut apprendre à les accepter si ça sert pour l'apprentissage. On ne le dit pas 10 fois, mais quand même, il faut s'en servir pour l'apprentissage. Ce qui fait que, pour moi, le leadership et l'engagement, c'est ce qui nous amène à la culture de fiabilité, puis qui se caractérise par une discipline opérationnelle. Quand je parle de discipline opérationnelle, pensez-y, pensez juste au niveau de santé et sécurité. Est-ce que la santé et sécurité, c'est ce qui se passe de jour de 8 à 4, c'est ce qui se passe de nuit ou la fin de semaine? C'est ça, la discipline opérationnelle. Ça fait qu'on veut s'amener dans une culture
où ce que vous faites de jour, vous le faites aussi sur 24 sur 24, 365. L'apprentissage, comme je viens de parler, la cohérence entre les actions puis les paroles, l'intégrité, hein, on met nos culottes puis on marche. Puis les leaders engagés, ben, c'est de mon expérience, ça incarne ces valeurs-là. Ça développe les connaissances et les compétences des gens. Puis ça aligne les structures, les comportements. Tout ce qu'on avait, nous autres, est aligné sur notre plan. Même les objectifs individuels, on alignait tout le monde sur le même type, sur notre vision qu'on s'était donnée. Fait que lorsqu'on dit qu'un leadership fort soutient l'engagement, bien, on dit que les pannes diminuent, c'est ce qu'on a vu, la variabilité baisse. C'est pas grave d'avoir un niveau à ce niveau-là, mais ce qu'on veut pas, c'est d'avoir les dents de scie. On essaie d'éliminer ça. Après ça, c'est beaucoup plus facile de trouver les solutions pour amener ça à un plus haut niveau. Sécurité, qualité augmentent, puis les coûts de gestion des actifs se réduisent. Fait que c'est vraiment là que ça devient un avantage concurrentiel. C'est pas lorsqu'on a un outil, c'est vraiment quand les gens utilisent les outils, quand les gens utilisent les procédés, les processus, quand les gens comprennent comment ils vont le faire, c'est là qu'on est à ce niveau-là. Puis finalement, célébrer les petites, les grandes victoires, reconnaître les changements comportementaux individuels et de groupe. Ce qu'on veut, c'est promouvoir cette culture-là. Culture d'amélioration, culture de collaboration, extrêmement important. Les résultats qu'on a eus là-bas, pour finir, ben, forte baisse du personnel, du roulement de personnel. On est parti là, un peu là, ce qu'on parlait au début dans la première conférence, là, du monde, ça rentrait, ça sortait, ça voyait les urgences, ça ne dormait pas, c'était appelé en overtime tout le temps, c'était l'enfer. Là, on a réussi à calmer ça. Ça a quand même pris 3 ans et demi. Là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. What's in it for me pour ma HR, hein, c'est les coûts reliés à l'embauche qui ont baissé, moins d'entrevues, moins de ci, moins de ça. 6 employés promus dans la dernière année, 9 au total dans ces 3 années et demie-là. Il y avait un employé qui avait été promu dans les 20 dernières années, il a quitté après 3 mois, il a été quitté après 3 mois, la confiance a baissé. Nous autres, on a ramené cette confiance-là, les gens ils ont été intéressés pour aller vers des postes cadres. Il n'y avait aucun employé qui voulait être chef d'équipe au départ quand on est arrivé là. Quand on est parti, tous les superviseurs de production, de maintenance, les planifs, tout le monde avait un remplaçant qui avait été formé. Ils pouvaient partir en vacances, la tête claire. On les ramenait peut-être une semaine ou deux avant qu'ils quittent pour faire l'échange. Puis après ça, les gens s'en allaient en vacances. On fait maintenant le travail en collaboration et non en compétition. Ça fait que quand les mécaniciens, les techniciens arrivaient sur la machine, les opérateurs allaient s'asseoir dans le bout des opérateurs. À cette heure, bien, ils restaient là, je peux-tu t'aider? Voici ce qui est arrivé sur la machine avant, 2-3 minutes avant, puis voici ce qui est arrivé, est-ce que je peux t'aider? La nuit, ils les aidaient à changer les moteurs lorsqu'il n'y avait pas assez de support, etc. Vraiment intéressant comme changement de comportement. Les superviseurs, il y a une vie normale, ils restent. Fait que les superviseurs, ils sont ramassés où eux autres aussi, il y avait des appels le soir, la nuit, la fin de semaine, ça finissait plus. Il y en a énormément qui quittaient. Il y avait une rotation sur les superviseurs qui était quand même assez incroyable. Là, il y avait une vie qui était beaucoup plus normale, fait qu'ils restaient. J'ai même des femmes des employés là au party de Noël qui m'ont dit merci beaucoup parce que j'en connais autant sa machine que probablement certains employés, parce que mon mari était tout le temps sur le téléphone toute la nuit. Les employés qui font du surtemps volontairement maintenant et qui font même sur des projets qu'eux autres ont créés, c'était vraiment intéressant à voir. Fortement impliqués dans les comités. Avant, tous les comités étaient drivés par la direction. Là, c'était drivé par eux autres à laquelle la direction assistait. Vraiment un gros changement. On a divisé le taux d'incidents rapportables par 4 au niveau santé-sécurité. Les stratégies de maintenance, surtout au niveau des A et B, étaient respectées, pas mal respectées. Exécution au niveau de la qualité, fortement améliorée. Après 3 ans, le taux d'urgence est stabilisé autour de 17 qualité, les mushroom land qu'on avait à l'extérieur, considérablement amélioré, ça fait qu'on est parti de 86 à 98 on est arrivé dans une usine qui a perdu l'année d'avant 18 millions. On a quitté, l'usine elle faisait 14 millions, ça fait 32 millions de différence, malgré le fait qu'on a augmenté le budget de 30 puis qu'on est parti de 9 cadres à une vingtaine de cadres pour supporter les employés. Fait une super de belle réussite vraiment d'équipe. Quand je vous parlais des bénéfices de mon boss qui m'a parlé et que j'ai mis ma tête sur la bûche là, au début, bien, on a rencontré tous les objectifs, les bénéfices, en grande partie du moins, tout ce qu'il voulait avoir au niveau des résultats. Rapidement, leçon apprise, la fiabilité devient durable lorsque chacun agit comme la barrière entre le risque et la performance. Fait que c'est vraiment important que chacun considère qu'il y a un grand rôle à jouer là-dedans. Puis être leader, c'est s'assurer que ça va être respecté.
Ça fait qu'il faut s'assurer que chaque personne, il n'y a personne dans les estrades en ce moment. Tout le monde est sur le terrain, puis on communique tout le même message. Pas de rigidité, mais de la rigueur, la complaisance, ça n'a pas sa place. Fait que moi, j'étais dans une petite ville, tout le monde se connaissait, mais quand même, il fallait agir, il fallait faire les choses comme il faut, il fallait suivre notre track, puis c'est ce qu'on a fait. Conclusion, bien, en donnant de l'autonomie aux gens, quand on clarifie les limites, on leur donne les attentes, on leur donne le pourquoi, bien, on transforme sa confiance-là en performance. Eux autres, maintenant, ils savent comment faire. Puis c'est de même qu'on ancre la performance, la sécurité, puis que l'excellence devient la norme. C'est ce que l'équipe a eu à la fin, un certificat d'excellence, ce qu'on appelle un Lifetime Accomplishment. C'est un certificat que Cascade a créé spécifiquement pour cette situation-là. Ça a été vraiment bien reçu par l'équipe là-bas. Ça a été une superbe les gens ils sont sortis de là avec une très, très grande fierté. Puis ça, ben, ça amenait à reconnaître, leur effort qu'ils avaient fait pendant toutes ces années-là. C'est tout. Je vous encouragerais là, ensuite à passer chez Laurentide. Là, il y a des contre Laurentide, il y a des prix à gagner. Là. Il y a 3 prix à gagner là, pour ces formations et toutes sortes de produits que vous pouvez avoir chez Contre Laurentide. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci Serge. On est supposé prendre un petit break. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Est-ce qu'on a des volontaires? Non, pas de volontaires. On passe ça. Parfait. On On se s'en va retrouve faire. d'ici